L'Afrique a la population la plus jeune du monde. Ces 200 millions de 15-24 ans constituent 20% de la population et 40% de ceux qui sont en âge de travail. Mais ils représentent aussi 60% de chômeurs. De jeunes femmes et hommes traînent dans les rues de grandes villes sans avoir grand-chose à faire. Le défaut de prise en charge des jeunes dans leur diversité, dans les politiques, programmes et stratégies, combiné à un profond ressenti de laisser pour compte, pousse ces jeunes à s'illustrer de façon violente. Pour étudier les violences et les stratégies de résilience à la violence et à la criminalité des jeunes en Afrique de l'Ouest, le laboratoire Carrefour d'études et de recherche Action pour le développement et la démocratie, CERAD, de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, deuxième université du Sénégal, appuyé par le Centre de recherche pour le développement international du Canada, CRDI, a mené une vaste enquête au Sénégal et au Burkina Faso. Le professeur Babali Sall du CERAD explique le projet et les conditions de sa mise en œuvre. Je coordonne ce projet qui couvre le Sénégal et le Burkina, dans le cadre duquel on essaie d'interroger la capacité de résilience des jeunes face à la violence et à l'extrémisme. Dans un contexte d'extrémisme violent, il nous a paru intéressant d'aller voir le revers en fait de la médaille. On s'intéresse beaucoup à la violence des jeunes. On a voulu savoir, mais parmi toute cette jeunesse-là, pourquoi il y a certains qui basculent dans la violence et d'autres pas. Vous savez, aujourd'hui, les pays d'Afrique subsaharienne, donc les pays comme les nôtres, ils sont engagés dans ce qu'on appelle la transition démographique. Du fait de cet engagement dans le processus transitionnel, il y a un stock de jeunes extrêmement important qui se libère dans les pays. Donc on a de plus en plus énormément de jeunes. Or, les jeunes, ils peuvent être à la fois une opportunité de développement, mais ils peuvent être aussi, si on ne s'occupe pas d'eux, ils peuvent être une menace pour la paix, pour la sécurité et un handicap pour le développement. Donc c'est comme ça qu'il faut peut-être comprendre, n'est-ce pas, le choix du CRDI de financer une recherche, n'est-ce pas, sur les liens sur la résilience des jeunes. Comment faire pour que des jeunes, n'est-ce pas, soient au service du développement. Mais pour qu'ils soient au service du développement économique et social de leur pays, il faut vraiment qu'ils soient des jeunes résilients. Le Burkina Faso a connu un soulèvement au cours duquel les jeunes se sont particulièrement illustrés. Mais aujourd'hui, le pays fait face à une insécurité grandissante entre terrorisme et radicalisation. Le projet coordonné ici par le docteur Julien Rémy a tenu compte de cette réalité. Alors cette recherche sur la résilience des jeunes à la violence et à l'extrémisme violent, elle a cherché à combiner deux approches, une approche quantitative et une approche qualitative. Pour ce qui concerne l'approche quantitative, nous avons procédé par questionnaire auprès de 1022 interviewés dans 8 localités différentes du Burkina Faso. Pour ce qui est de l'approche qualitative, nous avons réalisé 144 entretiens semi-directifs dans 3 localités différentes. Alors dans cette recherche, au Burkina Faso, nous sommes partis de l'hypothèse que la résilience devait se comprendre à 4 niveaux. D'abord à un niveau étatique, est-ce que l'État du Burkina Faso est résilient ou est-ce qu'il ne l'est pas ? À un niveau institutionnel, une institution peut être résiliente, un lycée par exemple peut être résilient ou ne pas l'être. À un niveau familial ou social, on peut vivre ou pas dans un quartier résilient ou dans une famille résiliente. Et enfin, un niveau individuel. Il y a des individus qui sont plus résilients que d'autres. Et nos 4 boursiers ont travaillé chacun sur ces différents niveaux de résilience. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le professeur Mohamedou Sall est chargé de coordonner les équipes de recherche du Sénégal.
c'était une étude régionale. Donc, il y avait une équipe sénégalaise que je dirige et dans laquelle il y avait une assistante de recherche qui est en train de faire un doctorat en droit. Nous avions aussi impliqué dans le cadre de cette recherche des étudiants, parce que ça c'est la dimension pédagogique du projet. Au sein de cet institut, on avait impliqué juste une étudiante, pour ne donner que l'exemple de l'implication de l'IPDSR de l'UQAD. On avait une étudiante qui a travaillé sur les liens entre la drogue et la violence. D'accord? Du côté de Saint-Louis aussi, nous avions des étudiants qui ont travaillé sur des problématiques particulières. D'accord? Dont des étudiants de niveau master et des étudiants de niveau et un étudiant de niveau doctorat. La résilience, nous en avons deux entendements. Il y a ce qu'on appelle une résilience primaire. Alors, nous entendons par résilience primaire des jeunes qui peuvent, n'est-ce pas, baigner, qui peuvent se socialiser dans des environnements violents sans pour autant, eux, verser dans la violence. Je prends le cas d'un jeune qui a grandi dans un quartier extrêmement violent, mais qui ne verse pas dans la violence. Alors, ça, c'est ce que nous allons appeler la résilience primaire. Maintenant, il y a une seconde résilience qui colle beaucoup plus à la définition originelle de la résilience, parce que la résilience, dans son acception, dans son entendement originel, elle nous vient en fait des sciences physiques. Je prends un matériau, comme par exemple une barre de fer, je la plie et elle revient à sa forme initiale. Alors, à sa forme originelle. Donc, le second entendement de la résilience, qui est pour nous la résilience secondaire, c'est le fait que des jeunes aient eu à se socialiser ou à baigner dans des environnements violents et qui, en un moment, il se passe un déclic et ces jeunes, ils deviennent résilients. C'est-à-dire, ils quittent complètement les chemins de la violence pour s'assagir et devenir des acteurs, n'est-ce pas, pour le développement économique et social. J'ai essayé de faire une socio-histoire du quartier de Dapoya pour comprendre comment le quartier est devenu de moins en moins résilient à la violence. Le quartier a commencé à basculer dans la violence dans les années 1983 avec la destruction des quartiers de Bilbambili et de Zangwetin lors de la Révolution. Vous savez, le Burkina Faso est un pays qui a connu beaucoup de tensions politiques, beaucoup de remous sociopolitiques, où parfois on en est même arrivé à des meurtres, à des crimes de sang. Et quand on fait des analyses, on fait de la recherche, on se rend compte par exemple que les rapports du Collège des sages du MBDHP, Mouvement burkinabé des droits de l'homme, ou encore du HCROUN, Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, ils parlent d'environ 500 cas de violence politique. Il y a des meurtres, il y a des assassinats, il y a des brimades, des séquestrations. Mais nous, on a essayé d'élargir le champ en tenant compte des jeunes souvent qui manifestent et qui peuvent être amenés à poser des actes qui peuvent détruire des biens publics ou encore des biens privés, ou encore qui peuvent mettre à mal le vivre ensemble de façon générale. J'ai fait ma recherche au lycée Philippe Lenda Kaboré, l'un des plus grands lycées du Burkina Faso en termes d'effectifs. Le lycée est situé au cœur de la ville de Ouagadougou. La recherche a consisté à chercher les déterminants des violences en milieu scolaire et à identifier les facteurs qui permettent à certains élèves de faire face à la violence ou de se reconstruire après des traumatismes. Cette violence au niveau des établissements, ces récentes années,
est influencée par la situation nationale. Certains élèves expliquent cela par l'injustice au niveau national, l'impunité, les malversations et les détournements. Cela crée des sentiments de frustration et de déception, ce qui influence un peu leur comportement. Nous avons rencontré en tout cas quelques élèves qui étaient au départ violents et qui ont un peu abandonné cette violence-là. C'est dû à l'accompagnement des éducateurs. Les éducateurs échangent beaucoup avec les élèves, les écoutent, essaient de comprendre ce qui se passe. Et à ce niveau, il ressort souvent que l'enfant est frustré au niveau de la famille parce que les parents ont divorcé à son bas âge. Ou souvent parce que l'enfant n'a pas mangé le matin avant de venir à l'école et les parents aussi n'ont pas les moyens pour lui donner l'argent pour qu'il puisse à manger une fois à l'école pendant la récréation. Apparu à la fin des années 1988 au Sénégal, le rap n'a pas tardé à s'affirmer comme le plus puissant mouvement de jeunes, engageant des hommes et des femmes de toutes catégories sociales et de toutes origines. Certains de ses plus fidèles représentants ont été violents dans le passé, résilients aujourd'hui. Ils aident d'autres jeunes à sortir de la violence. Le rap sénégalais a toujours a toujours utilisé le jargon des gens de ce milieu-là, des gens de la délinquance. C'était eux qui alimentaient, qui irriguaient la réflexion hip-hop. Donc, et en termes de reconnaissance et en termes, en fait, oui, je me sens bien dans ce milieu-là parce que ils parlent le même langage, ils se comprennent, ils sont jeunes, etc., etc. C'est la même arrogance, c'est même l'indécence, c'est la même violence verbale, c'est les mêmes plaintes, c'est les mêmes revendications. Et tout de suite, quand cette personne-là sort de prison, il a envie de parler avec quelqu'un qui le comprend. Il a envie, effectivement, de poser son problème à une oreille attentive à son problème. Ces jeunes-là, effectivement, quand ils sortent de prison, les autres espaces leur sont fermés. Par exemple, un jeune qui sort de prison, il est beaucoup plus rapidement accepté par les gens qui évoluent dans la culture hip-hop parce que ces gens également s'inspirent de ces gens-là. Man dund naa ko gis naa ñu ko dund mais yàlla suturaal nañu dimbal nañu ba dañ ci teel a génn parce que li tax ñu génn si mooy dañu xam ne lii amul njëriñ te yóbbuwuñu fenn tey da ngeen ñëw fekk ma suma atelier ak sumay machine may liggéey man lii laa gëm tey man je suis un activiste man fu ma toll maa ngi fexe nu may sensibiliser nit ñi man ku ma mën a dimbali naa la xëcc sam bopp wax ak yow pour nga mën ma dégg man ku pare pour liggéey si man dinaa la jël nga liggéey ak man ku bëgg beneen métier mën naa la yóbbu feneen fooy liggéey. Au Sénégal, l'assistance à la sécurité de proximité répond à l'insécurité et au sous-emploi des jeunes. Plusieurs centaines d'entre eux ont été recrutés pour appuyer les forces de défense. Il y a les contrats locaux de sécurité. La sécurité doit être contractualisée parce qu'il n'y a pas que la police et la gendarmerie qui doivent s'occuper des questions de sécurité. Il y a les collectivités locales. De la même manière, on a appuyé ce contrat local de sécurité par ce qu'on a appelé les tables de concertation sécuritaire. C'est-à-dire tous les 3 mois, les différents acteurs doivent se réunir pour discuter des questions de sécurité et donner des orientations aux acteurs régaliens. C'est ce qu'on appelle la table de concertation sécuritaire. Alors, notre recherche a permis de montrer que le dispositif Quartier Sûr permet justement de régler un certain nombre de problèmes de sécurité que rencontrent les populations de ces quartiers-là. Et nous avons vu que quand le dispositif est mis en place, il y a un certain nombre d'assistants à la sécurité de proximité qui sont sur le terrain, qui font des rondes, qui veillent au grain pour que les potentiels délinquants
ne puissent pas intervenir dans ces quartiers-là. Et les populations que nous avons rencontrées, les populations qui résident dans ces quartiers, nous ont clairement dit lors de nos entretiens qu'ils ont senti une nette amélioration depuis que ce dispositif est mis en place. Régulièrement, dans le cadre du projet, des ateliers sont organisés avec les journalistes, les responsables d'associations de jeunes et les habitants pour vulgariser les résultats de la recherche et avoir un retour d'expérience sur la violence et la résilience à la violence. li ma ci jëlee daal moo de ñun war nañoo wàcc ci base bi sensibiliser nit ñi mun ba nga xamante ne ni drogue dina jeex ci commune bi Diamaguène Sicap Mbao mënu ma ne dina jeex à 100%, mais mën nañ ko dem réduire jusqu'à 80%. bu ñëpp wàccee ku nekk wàcc ci mbedd mi ñi dem ci groupement de famille ñi dem ci association des jeunes yi ñu sensibiliser leen imam yi jàpp ci délégué de quartier yi jàpp ci mën naa ne liggéey bi dina gën a wàññeeku violence bi dina gën a wàññeeku ci commune bi. Et activité bu ñu fi def léegi nii quand même activité la boo xam ne c'est à saluer wax dëgg yàlla yàgg na yàggul mais jàngee nañ si loo xam ne am na solo trop 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 parce que phénomène violence bi tey dafa commencer di gagner la société parce que ñu ngi constater ne léegi jeunes yi nu ñuy pour ñu ñuy duggee léegi ci violence bi dafa bëri. kon donc li nii dañ ko war a multiplier warul nekk ci mairie bi rek lii dañ ko war a yóbbu ba ci biir quartier yi def ay exposition woo xale yi dem ci ñoom waxtaan ak ñoom violence bi lan moo ko waral drogue bi tamit lan moo ko waral pour ñu mun a arrêter au moins quand même fléau boobu noonu parce que suñ ko deful d'ici 2 ans quand même dëkk bi dina dem ba foo xam ne dina doy waar trop 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 loolu moo tax activité bii ne c'est une activité boo xam ne c'est à saluer quand même man participer naa ci te su ma demee sama koñ tamit dinaa woo sama population bi sama jeunes yu fa nekk waxtaan ak ñoom parce que noté naa lu bëri sama machine su ma demee dinaa ko partager sincèrement parlant ak ñoom comme pour ñu mun ci am expérience bu bëri pour ñu mun a éviter encore lu bëri tamit. L'organisation de cette causerie entre en droite ligne dans les programmes de diffusion des résultats de nos recherches. Nous avons eu à mener des enquêtes quantitatives et qualitatives. À la suite de cela, on a organisé des ateliers locaux pour diffuser les résultats de l'étude. À la suite de cela, on a décidé d'organiser des causeries avec les communautés pour aller vers eux, dans leur quartier, discuter avec eux de nos résultats. Pour les causeries, on est déjà allé à Keur Massar, à Médina Gounass et aujourd'hui c'était à Diamaguène Sicap Mbao. Nous prévoyons aussi d'organiser 2 autres causeries dans des localités qui se trouvent dans la banlieue de Dakar. L'enquête a révélé que les conditions d'éducation familiale ont une forte influence sur la proportion du jeune à s'adonner à la violence ou pas. En effet, bon nombre d'entre eux ont affirmé avoir été dans la violence par le canal d'autres jeunes qu'ils ont fréquentés. Il y a tout un processus d'apprentissage à l'œuvre qui transforme la personne au bout d'une certaine période en adepte de la violence. Pour sortir de la violence, les enquêtes ont révélé qu'il y a plusieurs facteurs, parmi lesquels le mariage, l'insertion professionnelle, la volonté personnelle et la religion. Ceux qui ont eu à verser dans la violence et qui, en un moment, en sont sortis, il y a quelque chose qui était extrêmement important, c'est une prise de conscience individuelle. C'est des gens qui disent, moi j'ai été violent, mais à partir d'un moment, j'ai fait une introspection, une prise de conscience individuelle, et je me suis dit, ça, c'est quelque chose qu'il faut arrêter. C'est donc cette introspection, cette prise de conscience individuelle, dans 66% des cas, donc dans 2 cas sur 3, c'est ça qui a été associé au déclic qui a permis aux jeunes de sortir de la violence. Il y a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte. Il y a
il y a la religion. Beaucoup ont invoqué, n'est-ce pas, la prise en compte de la religion, ou en tout cas le fait de s'insérer dans des cercles religieux pour en tout cas s'assagir. Donc on voit ici, et ça c'est extrêmement important pour nous d'un point de vue résultat. De l'autre côté, on voit que c'est au nom de la religion que des gens, ils entrent dans des processus producteurs de violence et d'insécurité. Mais ici, dans le cas de cette étude, on voit aussi comment la religion est réinterprétée pour pouvoir justifier que le fait que des gens qui étaient violents sortent de cette violence et s'assagissent. On a vu aussi d'autres éléments qui sont extrêmement importants. C'est le fait d'insérer dans des associations, dans le milieu associatif. Donc comment des dynamiques communautaires, n'est-ce pas, peuvent aider, n'est-ce pas, à produire la résilience. Mais on a vu aussi que le mariage c'est extrêmement important, même si d'un point de vue statistique c'est assez faible, mais 4,7%. Ça veut dire que une personne sur 20 qui était violente s'est assagie parce que tout simplement elle s'est mariée. Donc comment une stabilité familiale peut amener quelqu'un, n'est-ce pas, à s'assagir. Sur l'extrémisme violent, Mahamoudou a mis en évidence 3 facteurs de résilience au Burkina Faso. Le premier facteur de résilience, c'est le dialogue interreligieux. Il y a une culture de la tolérance interreligieuse au Burkina Faso, qui est souvent citée en exemple dans ce domaine. Le deuxième facteur de résilience à l'extrémisme violent, selon Mahamoudou Sadogo, c'est la chefferie traditionnelle. On sait que dans nos localités, la chefferie joue un rôle important de prévention des conflits, voire de règlement des conflits. Le troisième facteur de résilience à la violence et à la criminalité, et notamment dans le domaine de l'extrémisme violent, c'est l'identité nationale burkinabé. Cette identité nationale, elle est forte, notamment depuis la période sankariste. On sait que le nom Burkina Faso vient de l'ancien président Thomas Sankara. Cette identité a permis à tous les Burkinabés de se sentir appartenir à un même peuple. Et donc de faire le lien entre un Ouagalais, un habitant de Dédougou et un habitant de Bobo-Dioulasso. Ce que les résultats là donnent à voir, c'est que la violence, en tant que spectre, se forme d'abord et s'acquiert à la limite dans le cadre de la famille, du compagnonnage. Les jeunes, souvent, c'est dans ces deux dimensions-là qu'ils s'installent dans la violence. Autrement dit, si on s'attaque à ces deux repères-là, on peut faire quelque chose. Alors, deuxième constat aussi qui nous a frappé, c'est vrai, le contexte et les éléments en fait, de contexte jouent un rôle important dans la violence, dans la commission de la violence ou dans l'installation de la violence. Mais une fois que celle-ci est installée, il appartient à la personne de faire un effort pour s'en sortir. En réalité, le grand intérêt qu'on pourrait tirer de cette recherche-là, c'est de sensibiliser l'université aussi à la nécessité en fait de se remettre en cause, de réviser souvent les curricula. Par exemple, la violence, l'extrémisme violent, la résilience, c'est quelque chose qu'on n'enseigne pas forcément à l'université. On est en train de le vivre pleinement, j'allais dire. Donc il aurait été intéressant qu'on ait une unité d'enseignement sur cela. Hein.
au niveau des masters, je crois qu'on aurait pu avoir quelque chose qui se focalise sur cette thématique qui est d'actualité et qui est en train de se faire disloquer des États, qui met en cause la stabilité de nos États et même de la sous-région. Donc voilà. C'est pas seulement qu'une chose qui intéresse les militaires, mais la réflexion stratégique pourrait aussi venir de l'université.